Bonjour à tous, je suis Maud Gello, rédactrice en chef adjointe de RF Comptable au sein de la revue fiduciaire et je vous souhaite bienvenue à notre webinaire proposé par la revue fiduciaire comptable et l'Académie des sciences et techniques comptables et financières en partenariat avec la société InfoCert et le cabinet INSIVO sur le sujet quels risques et sanctions encourez-vous en cas de non-conformité à l'obligation de certification ou d'attestation des logiciels et systèmes de caisse. Un an après la publication de la doctrine de la DGFiP concernant cette obligation, qui est applicable depuis le 1er janvier 2018, pour traiter ce sujet, je vous présente nos intervenants. Ils sont au nombre de deux. Tout d'abord, Marc Lamordegueil, expert comptable associé INSIVO, pilote du groupe de travail logiciel et système de caisse du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, l'Académie des sciences et techniques comptables et financières, et notre second intervenant, Bruno Sorel, qui est président d'InfoCert. Dernière précision, Marc Lamordegueil est l'auteur d'un article qui sera publié à la rentrée prochaine consacré au thème qui fait l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Au plan pratique, le webinaire va durer 1h30 en tout, soit environ 1h à 1h15 d'exposé, et les dernières 15 à 25 minutes seront consacrées à répondre à vos questions. Le support de la conférence ainsi que la vidéo du webinaire seront disponibles d'ici quelques jours sur le site de l'Académie. Nos abonnés commissaires aux comptes retrouveront également le webinaire sur le produit RF ActuaCAC. En vous inscrivant, vous nous avez déjà peut-être indiqué les points sur lesquels vous voulez des réponses et ces points ont naturellement été intégrés dans le diaporama ou l'exposé du webinaire. Mais bien sûr, tout au long du webinaire, vous pouvez poser d'autres questions auxquelles les dernières 15 à 25 minutes du webinaire seront consacrées. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Marc et Bruno, je vous laisse la parole. Pourquoi en fait nous avons proposé ce webinaire? Parce que le risque de sanction existe. En fait, on constate dans la population des commerçants, des utilisateurs de systèmes de caisse, pour une partie d'entre eux, la position selon laquelle il n'y a plus de sujet. Le texte date de 2018 et il y a eu plusieurs révisions. Et beaucoup considèrent que, en l'absence de contrôle, en fait, ce texte est abandonné et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer. C'est une erreur et nous voulons vraiment alerter sur les risques de sanctions et sur la réalité, en fait, des enjeux de cette l'obligation. Comme je le disais, la réglementation est toujours applicable. L'article du Code général des impôts est toujours en vigueur. L'instruction fiscale n'a pas été rapportée, l'administration n'a pas modifié sa doctrine et au contraire d'ailleurs elle envisage de la compléter sur certains points. On reviendra sur cette question à propos du e-commerce notamment. Et elle forme les vérificateurs aux nouvelles dispositions. Et il y a déjà eu plusieurs séminaires internes au sein de la DGFiP et des brigades de vérification de comptabilité informatisée. Les formulaires de sanctions ont été préparés pour l'application des amendes et la DGFiP a repris les contrôles, elle a fait quelques contrôles, elle a repris vraiment ses contrôles. Pour mémoire, je vous rappelle l'article 286 dans son 3 bis du grand 1. Donc, cette loi concerne tout assujetti à la TVA et lorsque donc on effectue des livraisons ou des prestations de services qui sont assujettis à la mission d'un ticket, d'une note, non pas une facture au sens donc des prestations entre professionnels, B2B, mais véritablement un ticket ou une note, qui peut s'appeler dans le langage commun facture, mais pour qui l'administration considère qu'il s'agit en fait d'une note. Eh bien à ce moment-là, dès lors qu'on enregistre ces opérations et les paiements dans un système informatisé, celui-ci doit satisfaire à 4 critères qui sont l'inaltérabilité, la sécurisation et la conservation et l'archivage de ces données, afin de mettre à disposition, dans le cadre d'un contrôle, qui peut être un contrôle fiscal informatisé, ces données. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le champ de la loi, sur l'application, c'est plus l'objet de ce webinaire. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de revenir sur ces questions. Je vous invite à visionner les webinaires de l'Académie sur la question et les différents articles parus dans la revue fiduciaire. On vous a d'ailleurs indiqué quels étaient les PowerPoints, donc vous pouviez visualiser, les audios que vous pourriez visualiser.
Vous pouvez cliquer quand vous aurez à disposition donc ces slides sur les vidéos. Je vous propose simplement d'illustrer ce phénomène de contrôle, de renaissance des contrôles, avec un cas pratique dont Bruno va nous parler. Oui, bonjour à tout le monde. Déjà pour corroborer ce que Marc vous a signalé, vous avez pu découvrir dans la presse qu'il y avait eu des fraudes à la TVA dans les restaurants lyonnais, avec des réquisitions judiciaires des douanes assez nombreuses. Ma position de président d'InfoCert me permet de vous dire que dans les derniers 6 mois, nous avons reçu davantage de réquisitions judiciaires des douanes et de droits de communication de la DGFiP, qu'il y en a eu donc davantage en 6 mois que dans les 3 à 4 dernières années. Donc effectivement, les contrôles ont commencé. Les demandes que l'on fait aux certificateurs sont: connaissez-vous cet éditeur? Connaissez-vous ce produit? Connaissez-vous la version? A-t-elle été certifiée? Si oui, depuis quand? Est-elle suspendue? Justement, Bruno, le cas là concret consistait en quoi? En fait, il s'agissait d'un logiciel frauduleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne peux pas me prononcer sur l'affaire en cours. Simplement, il apparaissait que certains restaurateurs avaient la possibilité de zapper des caisses. C'est-à-dire qu'étaient installées 3 caisses et dont une était dédiée au paiement en espèces sans aucune centralisation des données finales, permettant ainsi à l'assujetti d'échapper à la collecte de la TVA. Je vous propose qu'on aborde la question de qui est concerné par ces risques. Naturellement, il s'agit des personnes qui sont concernées par l'application de la loi, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels et de systèmes de caisse qui doivent délivrer des certificats ou des attestations. Mais aussi les intégrateurs, à partir du moment où on paramètre un système et que ce paramétrage, ce travail de codification, d'intégration, d'interfaçage avec d'autres briques du système d'encaissement, à partir du moment où ce travail impacte un des 4 critères à garantir par le certificat ou bien l'attestation, inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage, l'intégrateur doit délivrer donc aussi ou faire délivrer une certification sur son travail. On verra par la suite quel est le mode de certification spécifique aux travaux d'intégrateur. Il y a aussi, je pense que Bruno, tu pourras appuyer lourdement là-dessus, le fait que les entreprises ont développé en interne leur propre application en se comportant comme éditeur, sans pour autant être considéré comme un éditeur au sens de l'activité. Les sites de e-commerce peuvent être concernés, il y a des tolérances sur lesquelles on va revenir, mais en pratique, elles sont difficilement applicables. Et bien sûr, les assujettis utilisateurs de ces systèmes peuvent avoir, on vient de l'illustrer à l'instant, un risque de rehaussement, surtout s'ils se livrent à des pratiques donc frauduleuses, c'est-à-dire effacement ou suppression des recettes. En tant que conseil, expert comptable, avocat, auditeur, commissaire aux comptes, il y a une vraie question sur l'impact de ces risques au titre du devoir de conseil, au titre aussi de l'évaluation de ces risques. Donc, sous des angles différents, la problématique de risque doit être abordée. Quand on vient directement sur les utilisateurs finaux, donc je vous rappelle qu'il s'agit des utilisateurs assujettis à la TVA, même partiellement, ceux qui sont exonérés entièrement ne sont pas dans le champ des dispositions. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser un logiciel du système de caisse. On peut parfaitement tenir sa caisse sur un livre de caisse papier, à condition de le faire sans blanc ni rature. C'est l'expression du plan comptable général, c'est-à-dire que l'écriture doit être inaltérable. Mais c'est la transposition sur le logiciel qui doit être reflétée par la certification. Ce semblant ni rature, en fait, c'est l'inaltérabilité garantie par le certificat ou l'attestation. C'est le fait qu'il y a une sécurisation aussi qui permet de pister toute tentative de modification. Donc, quand on a un logiciel ou un système de caisse, il doit être conforme à la loi et l'entreprise doit détenir un certificat qui atteste de cette conformité. Si dans l'un ou l'autre cas, on n'est pas capable de justifier des recettes par le détail des données de caisse et par la garantie que ces données ont été enregistrées de façon inaltérable et sécurisée, à ce moment-là, on ne justifie pas les recettes et il y a des risques importants en matière de vérification de comptabilité.
Je pense qu'il est bon de rappeler quelque chose de basique, hein. Dissimuler des recettes, c'est frauder à l'impôt, frauder à la TVA notamment, mais aussi à l'IS ou à l'IR éventuellement. Et on encourt naturellement des risques de rehaussement, des majorations et des pénalités. Mais au-delà de ça, c'est là quel risque? Il y a des amendes, il y a des sanctions qui sont lourdes. Et les éditeurs, en fait, qui commercialisent un logiciel permissif, vont sur un terrain dangereux. Et l'administration a défini dans les instructions fiscales ce qu'est un logiciel permissif. C'est un logiciel qui altère, qui modifie ou qui supprime des enregistrements de données de caisse. Et naturellement, il y a des amendes lourdes qui sont calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et une solidarité des rehaussements qui sont appliqués aux contribuables par l'administration fiscale. Donc, encore une fois, il est essentiel de retenir que la certification ou l'attestation est obligatoire pour les logiciels des systèmes de caisse et que ces dispositions légales n'ont pas du tout été modifiées et qu'elles vont vraiment rentrer dans l'application de terrain. Donc, toute modification de code, je vous le disais tout à l'heure, je parlais des intégrateurs, a un impact sur ces garanties apportées par l'attestation ou la certification. Et dès qu'il y a modification, c'est ce qu'on appelle dans le jargon donc des certificateurs, une modification d'une version majeure, à ce moment-là, le fait de toucher à un de ces 4 critères est qualifié de modification d'une version majeure et cela entraîne une nouvelle obligation de certification ou d'attestation. Et ça peut être compliqué quand on a une chaîne d'encaissement complexe. Quand on pense caisse enregistreuse simple, on voit simplement la caisse de comptoir. Mais en fait, la chaîne d'encaissement, Bruno, tu peux peut-être nous illustrer ça, est complexe parfois. La chaîne d'encaissement peut être particulièrement complexe, sans citer aucun nom d'entreprise, mais on peut à la fois avoir un système de caisse classique, mais également une station de distribution de carburant, une billetterie, un système de location de voitures, etc. Et il nous arrive de nous retrouver dans certaines entreprises où l'impact de la loi va se porter sur plus de 10 à 15 logiciels et différentes interopérabilités et interfaces entre ces derniers. Et les intégrateurs qui interviennent sur l'interopérabilité, les interfaces, le paramétrage, donc sont obligés de faire certifier leurs travaux dans le cadre de ce qu'on appelle une certification de service, sur lequel, lorsqu'on parlera en détail de la certification, Bruno exposera la différence entre certification de produit et certification de service. Je voudrais quand même reprendre un sujet qui est important, c'est que, a priori, le e-commerce est dans le champ. À partir du moment où il accepte des paiements de toute nature, pas seulement des paiements en carte bleue ou en virement, qui transitent directement par une banque qui fait droit à la demande de communication de la DGFiP, je suis désolé de ce long laïus, mais c'est ainsi que c'est rédigé dans le BOFIP. À partir de ce moment, le site doit faire l'objet d'une certification de produit. C'est bien la difficulté. Donc, il y a des tolérances, c'est très clair, mais ces tolérances sont peut-être source de malentendus. Il y a dispense de certification, mais qu'à la condition que tous les paiements soient reçus en carte bleue ou en virement par l'intermédiation d'un établissement de crédit, au sens du droit bancaire français, auprès de laquelle l'administration peut exercer son droit de communication, ou bien un établissement bancaire établi au sein de l'Union européenne, au sens du droit bancaire de l'Union européenne, et dans un pays qui a signé un accord de coopération administrative dans le domaine fiscal. Donc, en clair, à partir du moment où l'administration peut récupérer les données de règlement systématiquement auprès des banques par lesquelles transitent toutes les données de paiement, effectivement, on peut échapper à l'obligation de certification. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la plupart des entreprises qui passent par des sites de e-commerce sont tenues d'appliquer le quotidien commercial. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de paiement. Il peut y avoir du PayPal, il peut y avoir du Apple Pay, du Samsung Pay, oui, il y a plein d'autres types de paiements qui ne sont pas considérés comme des paiements permettant de s'exonérer de l'obligation, et il en suffit d'un. Beaucoup de sites acceptent encore le paiement par chèque à la livraison, voire en espèces. Donc, il suffit encore une fois d'une opération ne transitant pas par les modes de paiement carte bleue ou virement
pour rentrer dans le champ de la disposition. Donc, la difficulté, c'est qu'il y a 220 000 sites de e-commerce en France, à peu près, selon la FEVAD. Et comment faire face à cette masse? La plupart ont de fortes chances de se faire certifier, d'avoir l'obligation de se faire certifier. D'après ce que nous savons, l'administration fiscale, en discussion avec les parties prenantes, envisage des modifications de son instruction. Je n'en connais pas la teneur et elle devait être publiée cette semaine. Pour le moment, rien n'est sorti dans les parutions hebdomadaires du BOFIP, c'est-à-dire chaque mercredi. Et je vous engage à, évidemment, veiller à l'évolution des instructions de l'administration sur ce sujet. Je crois, Bruno, que tu veux vraiment insister sur ce point, c'est le cas des logiciels internes. Oui, je veux particulièrement insister sur les logiciels développés en interne. Juste revenir un instant sur le e-commerce en disant qu'on assiste en quelques années à une explosion de la diversité des moyens de paiement. N'oublions pas qu'Amazon lance sa crypto-monnaie et que je pense que dans les années à venir, les modalités de paiement vont être complètement révolutionnées par la numérisation. Donc, il est certain qu'il va nous falloir être particulièrement vigilants à la manière dont le législateur va adapter l'applicabilité de la loi à ce contexte. Je voulais revenir sur la problématique des logiciels internes ou d'un logiciel où il y a un intervenant qui n'est pas considéré comme un éditeur, mais qui va toucher aux quatre conditions de la loi, c'est que à la différence d'un éditeur, on sait le métier, une entreprise va se retrouver à gérer parfois des applicatifs anciens, multiples, diversifiés, pas toujours documentés, dans des projets qui n'ont pas été anticipés depuis 4-5 ans, et également confronté à une problématique de se dire je fais certifier certes toutes mes briques, mais ça va poser des réflexions au-delà sur l'ensemble de la conformité fiscale de l'entreprise. Et également, j'attire l'attention sur les logiciels libres, donc qu'ils ce soit des logiciels intégraux ou des middleware, qui vont avoir un impact très important sur la mise en conformité pour l'assujetti final. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'attestation individuelle possible. Seule la voie de la certification est autorisée et à ce jour, cette dernière est assurée par le LNE que je salue et par Avenor Certification dont nous sommes, InfoCert, le secrétariat technique. Les logiciels libres sont particulièrement utilisés dans le secteur du e-commerce, ce qui n'est pas sans poser de difficultés. Donc, je pense qu'on peut illustrer quand même encore une fois ce sujet par le fait que des cas vécus où une entreprise a un historique de développement sur AS400 par exemple ou sur un autre produit ancien, redévelopper l'ensemble du produit est trop coûteux. La difficulté, c'est que les développeurs ont quitté l'entreprise, voire sont décédés. Et documenter en vue d'une certification ces produits ou bien faire tout le travail d'adaptation est parfois mission impossible. Et donc vraiment alerte sur ce plan, ça peut poser des questions en matière de roadmap et d'investissement. Lors de ma rencontre avec la DGFiP au mois de février, j'ai particulièrement attiré l'attention de l'administration sur ce point, en disant que les entreprises qui avaient développé en interne des logiciels n'étaient pas prêtes et qu'il faudrait que le législateur applique la mesure de manière graduelle et progressive en tenant compte de la difficulté effective et opérationnelle des acteurs pour pouvoir faire une certification de l'ensemble des briques concernées. Nous pensons raisonnablement avec Marc avoir été entendus sur ce sujet, mais l'avenir nous le dira. Ça ne dispensera pas de la démarche de certification. Pour autant, simplement, on espère obtenir des délais et ne sous-estimez pas le temps nécessaire pour ce travail. Aussi, il y a une autre façon d'approcher le sujet, c'est de se dire quel est l'enjeu au regard du volume d'opérations. Évidemment, s'il y a un montant faible de transactions avec des particuliers qui sont gérés par un ERP ou par un autre système qui a été développé en partie en interne, la meilleure solution, c'est acheter une caisse de base, distinguer deux voies en matière de facturation aux professionnels B2B et de suivi des encaissements
et tout ce qui est transaction avec les particuliers. Vous pouvez avoir 2 chaînes de paiement différentes. Peut-être que ça vaut pas la peine de redévelopper le produit si vous avez sur le marché des solutions déjà certifiées ou attestées qui tiennent la route. Alors, pour mes confrères experts comptables, j'attire leur attention, et pour messieurs les avocats, bien sûr, la question va être d'informer, d'alerter, de guider les clients particulièrement parce que les risques de sanctions sont importants, c'est une évidence. Mais lorsque, en termes de commissariat, les risques de rehaussement sont extrêmement importants, surtout quand on est justement son propre éditeur, c'est-à-dire qu'étant son propre éditeur, développement en interne, ces sanctions qui sont applicables aux éditeurs que nous allons voir maintenant sont aussi applicables. La significativité de ces risques n'est pas nulle sur les comptes. Justement, concrètement, quelles sont les sanctions et quelles sont les applications de ces sanctions? Pour mémoire, nous avons cité les différentes instructions, bon, celles sur les caisses que vous connaissez déjà, mais je crois qu'il est intéressant de jeter un coup d'œil sur celle sur le droit de contrôle, qui explique toute la procédure de contrôle, inopinée ou pas, et celle sur les amendes fiscales, le chapitre 17, qui touche donc les dispositions liées au logiciel de comptabilité de gestion ou système de caisse frauduleux. Vous noterez qu'il n'y a pas que les logiciels de caisse, parce que la fraude, la permissivité d'un logiciel peut toucher aussi un logiciel comptable et un logiciel de facturation, par exemple. En matière de sanctions, l'impact, c'est, vous connaissez déjà probablement tous, ces 7 500 € d'amende par version de logiciel ou système de caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir la même version dans 100 établissements différents. Il n'y aura qu'une amende si celui-ci n'est pas capable de présenter, ou si vous n'êtes pas capable de présenter plutôt l'attestation ou le certificat. C'est un constat matériel qui fait que oui, vous êtes capable à la demande du vérificateur ou des douanes de présenter ce document, non, vous n'êtes pas capable. Alors, on vous met en demeure de le présenter, vous avez 60 jours, il y a toute une procédure. Je vous invite à regarder les précédents webinaires sur le site de la revue fiduciaire ou de l'académie, vous avez tout le détail. Mais c'est clair que tant que vous n'avez pas le certificat, l'amende est réapplicable. Alors, ça ne sera pas indéfini parce qu'il y a un moment où le vérificateur va ouvrir la question des logiciels frauduleux. On peut se poser la question de la façon dont votre client enregistre ou les données de caisse. Le faux certificat, et qui est plus courant qu'on ne pense, lui, est sanctionné par 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et il y a des sujets pendants en ce moment et Bruno pourra revenir dessus tout à l'heure, des contentieux en cours. Et l'administration, dans l'instruction dont je vous parlais, a très clairement défini ce qu'était un logiciel de caisse frauduleux. Et d'ailleurs, le livre de procédure fiscale et le code général des impôts aussi, c'est le fait de supprimer, d'altérer un enregistrement ou de le modifier alors qu'il a été, il est supposé définitif par une action de validation de l'écriture comptable, c'est l'irréversibilité de l'écriture, par une action qui rend intangible la facture, c'est par exemple la signature électronique, ou pour la caisse, par l'action donc qui rend inaltérables les données de caisse, pas un système d'empreinte de sécurisation par signature par exemple. Et donc là-dessus, la fraude est très clairement définie et la complicité de fraude qui s'ensuit pour l'intégrateur qui permettrait ce type de fraude est tout à fait claire. Donc l'administration n'a juste que cité dans le BOFIP quelques cas de fraude pour illustrer ces cas, le fait de modifier la répartition des paiements, le fait de modifier les données de paiement enregistrées en minorant le nombre d'articles, ou le fait, et on le voit malheureusement trop souvent, je pense que Bruno pourra nous l'illustrer aussi, le fait de pouvoir par des touches cachées modifier, supprimer en fait des tickets. Donc le risque qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le fait que aussi l'entreprise doit justifier ses recettes. Et ces recettes, donc, elles sont enregistrées normalement dans la comptabilité, plutôt qu'enregistrer opération par opération, écriture, dans chaque écriture, chaque donnée de caisse, chaque transaction, les
l'administration accepte que le logiciel de caisse soit considéré comme un logiciel métier. Je m'explique. Pour être plus clair, dans le code de commerce, dans le plan comptable général, il est indiqué qu'on doit enregistrer chaque opération individuellement dans la comptabilité. Mais pour échapper à cette obligation, vous avez une voie, une tolérance, qui est de considérer que en fait la caisse est assimilée à un logiciel métier. Qu'est-ce qu'un logiciel métier? Là, c'est toutes les dispositions qui concernent le fichier des écritures comptables. Le fichier des écritures comptables doit contenir le détail de chaque opération. C'est la possibilité de ne mettre que la centralisation des opérations et réservée à ce qu'on appelle un logiciel métier. C'est un logiciel entre guillemets indépendant. Et à ce moment-là, on enregistre que on conserve la centralisation des écritures et il faudra fournir le détail ultérieurement. Donc la caisse, l'administration vient de le confirmer à l'ordre des experts comptables il y a quelques semaines, est assimilée à un logiciel métier. Donc, je le dis pour mes confrères, mais pour les entreprises aussi, dorénavant, on peut se contenter de n'enregistrer en comptabilité que le Z de caisse mensuel. Ça veut dire que vous n'enregistrerez que le total hors taxe et le détail des moyens de paiement et le détail des taux de TVA. Donc regroupés, évidemment, synthétisés. Vous pouvez le faire de façon mensuelle ou de façon quotidienne. Mais en termes de justification, il faudra revenir à la justification quotidienne et surtout au détail, opération par opération. La seule façon de le faire dans une caisse qui est considérée comme un système de caisse informatisé, une caisse enregistreuse ou d'autres types de caisses, c'est de fournir ultérieurement le détail des caisses dont je vous rappelle qu'ils doivent être archivés, conservés et archivés à valeur probante pendant 6 ans. Pourquoi à valeur probante? Parce que ces données doivent être inaltérables et là, il revient à l'assujetti, à l'entreprise, d'assurer cette inaltérabilité, ce qui est en pratique assez difficile à faire quand on a des données sur une carte SD ou micro SD, c'est le cas des petites caisses. Donc conserver ça sur un support qui n'est pas pérenne, qu'on peut modifier, n'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est pourquoi je préconise l'utilisation des solutions de type tir-archiveur à valeur probante. Et pour justifier ces écritures comptables, il faudra montrer leur cohérence avec ces détails de caisse, donc le Z enregistré en comptabilité, le détail fourni par donc l'archive. Bono, un instant, on peut peut-être revenir en arrière, parce que je pense que ce sujet de fraude est sous-jacent quand même à notre webinaire. Peut-être que tu peux quand même illustrer le fait qu'il y a quelques affaires en cours, où on l'évoque après lors de la présentation des cas de fraude. D'accord, d'accord. Alors, on l'évoquera lors de la présentation des cas de fraude. Donc, la conséquence quand même sur ce que j'aurais dû vous souligner déjà, sur les écritures comptables. Si vous n'êtes pas capable de fournir le détail des données de caisse pour étayer l'enregistrement des aides de caisse sous forme d'écriture comptable dans la comptabilité, attendez-vous à un rejet de comptabilité partielle ou totale. Et à ce moment-là, la sanction, c'est la taxation d'office et la majoration des droits. Et ce n'est pas un sujet nouveau. Quand on regarde la jurisprudence, avant même les obligations de certification des caisses, il y a des dizaines de jurisprudences sur l'absence de justification de la comptabilité et rejet de comptabilité parce que on n'est pas capable de fournir les tickets de caisse, voire les données de caisse dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé. Il faut bien distinguer l'obligation de certification qui est une garantie des obligations fiscales générales qui sont de fournir le détail des données au vérificateur dès lors qu'on enregistre dans un système informatisé toutes les données, que ce soit des données de caisse ou d'autres données justificatives de la comptabilité. Et les sanctions, eh bien, c'est l'amende de 15% du chiffre d'affaires du côté des éditeurs et des intégrateurs par année de commercialisation du produit dans la limite de 6 ans à compter de la date de première commercialisation du produit. Donc, le montant des sanctions peut être extrêmement lourd pour l'éditeur et peut entraîner éventuellement mettre en cause sa pérennité. De la même façon, les éditeurs ou prestataires sont solidaires des paiements qui sont mis à la charge des entreprises qui utilisent des logiciels frauduleux. Et éventuellement, on peut aussi mettre en œuvre tout ce qui concerne la complicité de fraude fiscale. Donc, je dirais que l'arsenal pénal et financier en termes de sanctions de l'administration fiscale n'a cessé de s'étendre et
les éditeurs qui ne seraient pas capables, au titre du droit de communication, de fournir des informations sur chaque version de logiciel sous forme de documentation, doivent s'attendre à des amendes aussi par version de logiciel communiqué, et pour chaque donc licence vendue à une sanction de 10 000 euros, donc ce qui là aussi peut se chiffrer très rapidement. La démarche de certification répond à la conservation de la documentation. Lorsqu'on certifie un logiciel, on demande en fait les éléments qui sont recueillis dans les textes sur la piste d'audit fiable et toutes les autres obligations. Il est vrai qu'un exercice qui est intéressant à faire est de confronter chaque assujetti à la TVA, de dire, puis-je pour les 6 dernières années aisément produire mes archives fiscales qui vont corroborer ma comptabilité. Et j'inviterai chaque entreprise assujettie à pratiquer ce modeste exercice pour sécuriser les données futures. Alors, en pratique, quels sont les contrôles? Donc, la façon dont le contrôle se fait est détaillée dans les précédents webinaires dont je vous parlais, mais vous savez qu'il y a un contrôle inopiné dans les heures ouvrables, qui s'exerce dans les locaux professionnels et qui peut intervenir plusieurs fois de suite. C'est un contrôle matériel. Est-ce que vous avez le certificat ou est-ce que vous avez l'attestation? On vous demande alors de présenter le certificat. Ça ne peut pas être fait dans un examen de comptabilité à distance parce qu'encore une fois, c'est une constatation matérielle, uniquement lors d'une vérification de comptabilité ou bien lors d'un contrôle inopiné. Et il y a déjà eu des contrôles, mais je crois qu'il faut s'attendre, c'est bien Bruno ce qui nous a été dit, à des demandes systématiques lors des vérifications de comptabilité. Oui, absolument. Il va y avoir en fait 2 types de contrôles. Le premier au type du L80-O du LPF, où un inspecteur va venir vérifier que l'assujetti dispose d'une attestation ou d'un certificat. Mais c'est la systématisation de ce contrôle élargi et étendu dans tous les domaines du contrôle fiscal qui est vraiment le principal risque pour chaque assujetti. Alors, Bruno, je pense que ça serait très intéressant de rendre concret ça en termes de fraude. Oui. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un référentiel de certification, il est édité, construit, bâti dans un dialogue permanent avec les différentes instances réglementaires, avec les différents opérateurs technologiques, avec la DGFiP, avec des syndicats professionnels et avec les éditeurs eux-mêmes. On a pu dénoter les principaux cas de fraude qui ont été rencontrés et qui peu à peu enrichissent les référentiels de certification. Le premier, qui est le plus fréquent, et qui interpelle particulièrement l'administration fiscale, c'est la présence d'une caisse cachée. C'est-à-dire l'assujetti achète un logiciel avec des postes de caisse, mais il y a une autre caisse qui n'est pas déclarée et qui est utilisée en parallèle et de manière non détectable en l'état. C'est vraiment le cas de fraude, je dirais, à l'heure actuelle, le plus fréquent. Sur ce plan, les éditeurs, dans le cadre d'InfoCert, mais je pense que c'est un sujet évoqué avec d'autres certificateurs, et en tout cas dans le cadre de l'attestation aussi, émettent l'idée de pouvoir quelque part enregistrer la caisse, au moins celle, parce que celle qui est officielle, on l'enregistre. Il faut savoir qu'en Autriche, par exemple, quand on ouvre une caisse, on enregistre le premier ticket, et quand on ferme la caisse, on enregistre le dernier ticket sur un site auquel l'administration peut avoir accès. D'autres pays ont des réglementations beaucoup plus strictes dans ces domaines pour éviter ce phénomène de double caisse. Ce qu'on a pu rencontrer en pratique également, qui nous a été remonté par la DGFiP, c'est la production de faux certificats. C'est-à-dire que le contrôleur arrive et on lui présente un certificat d'un produit qui n'existe pas ou pour une version qui est vraiment n'a jamais existé ou n'a pas été certifiée. Donc on vous en a mis, vous en trouverez un autre exemplaire plus loin. Ce qu'on veut vous montrer, c'est dans le cadre de l'ANF. Dans le cadre de l'ANF, on a produit un ticket sur lequel est marqué de manière extrêmement explicite le numéro du certificat et la version du logiciel. Donc il suffit d'aller sur le site internet d'InfoCert en tapant le numéro,
de retrouver le certificat, et les dates de surveillance continue à venir, quelles sont les plateformes autorisées, et même quelles étaient la première version qui a été certifiée. Parce qu'il y a également une problématique des déploiements des versions à venir qui est à considérer. Donc l'ANF a pris le parti pris d'avoir des pièces justificatives très reconnaissables, en fait. On reconnaît de suite un ticket certifié. C'est une différenciation avec la certification LNE qui n'affiche pas ces informations sur un ticket. Voilà, on retrouve les mêmes caractéristiques très identifiantes sur la facture. Alors, une particularité aussi de la certification NF, c'est qu'elle est structurante sur les dictionnaires de données et qu'on va vérifier que les mentions obligatoires des factures sont bien remplies avant de délivrer la certification. Évidemment, on ne peut pas s'assurer de l'intégralité de la conformité fiscale, mais de la capacité du produit à la respecter. Alors, le dictionnaire de données, je me permets juste de faire un commentaire, ça ne parle pas forcément à tout le monde, Bruno. Oui. C'est en fait la liste de tous les champs dans les tables du logiciel qui sont concernés par les données de caisse. Oui, le référentiel NF est structuré en définissant des exigences logicielles pour interdire les annulations, les modifications des traitements, etc. Mais en définissant un dictionnaire de données à la fois sur que doit contenir un ticket, une facture, qu'est-ce qui doit être présent dans l'archive et dans la base de données. Et il sert pour les éditeurs à une véritable cahier des charges et guidance de programmation qui leur facilite le respect des exigences légales. L'autre cas, c'est la production de photos. Il nous est arrivé d'être contacté par l'administration qui nous dit Monsieur Sorel, on retrouve chez un assujetti un ticket mentionnant le numéro B000. Évidemment, il n'y a jamais eu de certificat 000. Donc, on attire l'attention pour les assujettis à ce qu'il peut y avoir un discours commercial parfois trompeur qui peut leur faire croire que le logiciel est certifié ou attesté, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Il est arrivé également des cas où nous avons délivré un certificat pour une version et quand dans la pratique, c'est une autre version qui est installée antérieure à cette certifiée. Et l'assujetti ne le sait pas forcément. Alors, il est intéressant de noter que dans d'autres pays, il y a un comportement beaucoup plus strict sur ce sujet et que, par exemple, en Italie et en Grèce, on est dispensé de payer la prestation ou le bien tant que le ticket n'a pas été délivré. Bien entendu, il y a un ticket qui répond à un certain nombre de normes et une structure précise. Alors, il est certain qu'il est délicat précisément le ticket puisqu'il n'a pas fait l'objet d'autant de réglementation que la facture. Pour revenir sur des faux certificats, ce sont des cas réels. Voilà un certificat qui a été présenté lors d'un contrôle fiscal. Et évidemment, que ce soit pour le LNO ou l'ANF, c'est un faux grossier, une contrefaçon absolue qui peut être passible de sanctions pénales, rappelons-le. On retrouve également quelque chose qui peut être très trompeur, c'est une communication sur des logiciels qui laissent croire qu'ils sont soit certifiés, soit validés par l'administration fiscale, alors que nous avons eu connaissance en faisant des diagnostics, des audits à blanc, que ce n'était absolument pas le cas. Donc je dirais que dans l'attestation, il y a plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui vont respecter certaines règles et d'autres absolument pas. On a vu des produits vraiment mentionnés comme respectant tout un ensemble de préconisations et où en fait l'annulation du ticket est un jeu d'enfant, sans trace. Voilà. D'où l'importance pour l'attestation de se référer à une base, un référentiel d'attestation, celui qu'on a mis en place avec l'Académie et l'Ordre et les éditeurs. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup d'éditeurs ont le marketing facile, les promesses faciles sur la loi antifraude, mais que derrière la façade, il n'y a pas forcément le respect des règles, donc les 4 critères à garantir. Voilà une autre problématique fréquemment rencontrée par l'administration fiscale et les douanes, c'est des zappeurs de caisse. Donc en fait, un logiciel est installé avec des données centralisées, 3 postes sont configurés, mais le deuxième ne remonte pas
soit de manière permanente ou ponctuelle, les données au système central et permet ainsi d'occulter les recettes. La difficulté, s'il y a plusieurs chaînes d'intervenants, c'est d'arriver à déterminer les responsabilités respectives. Est-ce que c'est de la faute de l'éditeur? Est-ce que c'est de la faute du paramétrage? Est-ce que c'est de la faute de l'intégrateur qui, pouvant paramétrer, installer, a pu mettre en place des systèmes d'occultation de données? Il est vrai que les chaînes de responsabilité peuvent être parfois très imbriquées, très difficiles à démêler. Ou parfois, elles peuvent être la conjonction des acteurs. Voilà. Nous avons listé, je vais passer rapidement sur quelques autres phénomènes qui ont été rencontrés lors des différents diagnostics et audits et dans nos échanges permanents avec la DGFiP. Bon, des fonctions cachées, objectives, qui sont j'ai une touche cachée qui permet d'annuler un ticket, une facture sans trace, ou je peux changer des paramétrages qui vont permettre d'échapper à la législation française, ou des fraudes à l'afficheur. J'affiche des prix, je collecte un paiement en espèces, mais je ne produis jamais aucune pièce. Je ne parle pas là, évidemment, des cas de fraude constatés sur les logiciels certifiés ou attestés avec un référentiel, mais d'un inventaire des cas de fraude qui ont été détectés. Tu me disais, Bruno, que même l'inventivité des fraudeurs a été étendue. Par exemple, le périphérique d'impression pouvait servir à frauder. Oui, il est arrivé que même le périphérique d'impression puisse, par une fraude au hardware, ne pas produire le ticket qui est enregistré. C'est un cas qui a été détecté assez récemment et qui est quand même assez, qui n'avait pas été envisagé au départ par les vérificateurs fiscaux. Évidemment, il y a également le cas de l'abandon des notes. Donc à ce sujet, le référentiel NF évolue pour en améliorer la traçabilité, la clarté et les mentions qui y sont mentionnées, qui sont vraiment inscrites, qu'elles ne soient pas ambivalentes. Et comme le disait Marc, il y a des pays où le client ne paye pas tant qu'il n'a pas la production d'un ticket qui est la preuve vraiment fiscalement admissible du paiement, mais également l'arrivée de la numérisation pose d'autres problèmes de permissivité ou d'utilisation frauduleuse sans que l'éditeur s'en rende compte des éléments dématérialisés. Je propose qu'on aborde maintenant le nombre de certifiés ou d'attestés par rapport au potentiel à attester. Donc, quel est le parc finalement concerné? C'est assez difficile à évaluer parce que on a peu d'éléments chiffrés. Si on s'en rapporte simplement aux chiffres de l'INSEE, on sait qu'en 2016, il y avait 340 000 points de vente de commerce de détail. Là-dessus, ils peuvent avoir de 1 à 100 caisses, voire plus. Donc, quelle est la moyenne de systèmes de caisses ou de chaînes d'encaissement parfois? C'est difficile à dire. Il y avait, selon la FEVAD, la Fédération de la vente à distance, 220 000 sites de e-commerce. Et on devrait y rajouter, par exemple, la question des automates. Le champ, en fait, d'application de la loi est beaucoup plus large que simplement les systèmes de type système de caisse ou e-commerce. Il y a, je vous rappelle, la question des facturations, des systèmes de facturation utilisés pour commercer avec les particuliers, qui sont des B2B utilisés par exemple pour la vente au comptoir en B2C. Et il y a aussi, vous achetez des boissons sur un distributeur de boissons, les billetteries de transport, SNCF, RATP, Keolis, tout ce que sais-je encore, hein, c'est juste pour illustrer. Tous ces gens sont potentiellement dans le champ. Donc, il est très difficile d'évaluer le nombre en fait, de logiciels et de systèmes de caisse. Je pense qu'il est sous-évalué. La seule chose qu'on peut dire, c'est combien sont certifiés aujourd'hui. Et si j'en crois tes chiffres, Bruno, on est à 429, c'est bien ça. Il y en a en cours comme. Oui, oui, bien sûr, il y en a en cours pour les deux acteurs, mais si on le rapproche même d'une échelle extrêmement minorée de 4000 logiciels, je vous laisse mesurer le nombre de logiciels qui ont été certifiés. Dans nos échanges avec l'administration fiscale, lors des premiers contrôles, qu'est-ce qui se passe? Ils ne rencontrent pas ni des logiciels certifiés, ni des logiciels avec une attestation individuelle, mais des logiciels sans aucun document promo. Et c'est la majorité des cas qui est encore trouvé sur le marché. Donc, je crois qu'il y a un champ extrêmement important et qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question.
d'après mes informations, il y a, cumulé les nœuds et InfoCert, plus d'une centaine de candidats qui ont des dossiers en cours. Tout à fait. C'est que parmi les certifiés, il y avait plus du tiers qui sont des éditeurs étrangers. Donc, il y avait d'autres habitudes de pratique de la conformité. C'est très intéressant d'écouter ce qui se passe dans tous les pays du monde sur ces sujets. Les législations sont variables. La France a pris une position intéressante et pertinente dans notre histoire. Il y a très peu de logiciels internes actuellement certifiés alors qu'ils en ont l'obligation et de logiciels de e-commerce. Beaucoup de logiciels traditionnels de facturation, mais qui sont concernés par la loi parce qu'ils font de la vente au comptoir ou qui gèrent des magasins d'usines, etc. ont peu fait la démarche de la certification. Il y a eu quelques abandons depuis début 2019 par une lassitude des vertueux, disant pourquoi je me ferais certifier si mon concurrent ne l'est pas et peut mettre en place ainsi des fonctions frauduleuses qui lui fait gagner des parts de marché. C'est un phénomène et heureusement extrêmement restreint, mais qui s'est produit. Il y a eu également quelques abandons liés à la fin de vie des produits. C'est-à-dire des gens disant je ne vais pas continuer parce que j'ai quasiment plus de produits, de clients, pardon. Alors, je vous propose qu'on aborde la question de la certification ou de l'attestation. Et que choisir finalement? Voilà. Et vous avez deux intervenants, l'un parlant pour l'attestation et l'autre pour la certification, et les deux se défendent selon les circonstances. C'est une question d'adaptation. Bruno, tu peux nous parler quand même un peu de la démarche de certification et des référentiels. Donc, je ne me permettrai pas de parler pour le LNE. Le référentiel NF est un référentiel structurant qui va identifier à la fois les traitements et la manière dont ils doivent être organisés, qui, nous l'avons déjà évoqué, va définir un dictionnaire de données à utiliser, qui va imposer une piste d'audit, qui va garantir la traçabilité des données d'encaissement et de la vie du logiciel. On va stocker le nombre de fois il est installé, quand est-ce que sont faites les archives, les clôtures, etc. On va absolument garantir l'absence visible de fonctions qui occultent toutes les données d'encaissement. Pour l'ANF également, il y a un très gros focus qui est fait sur l'obligation de production d'une archive fiscale dans un format ouvert et sécurisé et dont toute altération est détectable. La limite de l'ANF à ce jour est de ne pas garantir la pérennité du support qui, rappelons-le, est à la charge de l'assujetti et qui, à mon sens, pourrait être vraiment complété, comme Marc l'a dit, par le fait de remettre cette archive à un tiers archiveur probant, parce que franchement, conserver une archive fiscale sur une clé USB sur 6 ans est un pari parfois risqué. Par raison, je vous propose d'évoquer le référentiel d'attestation. Donc, pourquoi nous nous sommes engagés au niveau du groupe de travail de l'Ordre de l'Académie et des éditeurs sur cette voie? C'est parce que quand on se certifie, il faut se certifier par rapport à quelque chose. Quelles sont les bases, quelles sont les références qu'on utilise pour s'auto-attester? Je ne devrais pas dire certifier, je vais dire auto-attester. Donc, on a travaillé sur cette démarche d'élaboration d'un référentiel avec le soutien du LNE et différents acteurs en concertation avec le service du contrôle fiscal. Donc, ce référentiel d'attestation est disponible et l'administration en a connaissance. Il sera amélioré régulièrement. Il reste un point d'ailleurs à clarifier qui est la question pour les logiciels de facturation qui sont utilisés pour le B2C de la période de clôture, la périodicité de clôture, sachant que c'est dans l'instruction fiscale une obligation que de clôturer quotidiennement, mensuellement et annuellement les données dites de caisse, ce qui n'est pas forcément évident pour les éditeurs de systèmes de facturation, que ce soit en mode SaaS ou que ce soit exécuté sur le poste ou sur le serveur. Donc on attend des précisions complémentaires là-dessus, mais tous les éditeurs de la profession comptable, pour la plupart, se sont basés sur ce référentiel d'attestation pour auto-attester leur logiciel. La démarche de constitution d'un référentiel, je pense que c'est important que tu nous l'expliques, Bruno. Oui. Pour un référentiel de certification, il y a tout d'abord
la constitution d'un comité de marque qui va réunir généralement la DGFiP là, concernant la caisse, la plupart des syndicats professionnels et des éditeurs volontaires. On va bâtir un référentiel qui va être validé par les différents acteurs, qui va corroborer à la fois le code de la consommation. Il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur les fonctionnalités du logiciel pour l'utilisateur final. Et on va publier ce référentiel, en démontrer l'auditabilité, parce que c'est bien de faire un référentiel, mais encore faut-il pouvoir auditer les produits qui ont été conçus avec ces référentiels. Et également, il faut en prévoir l'évolutivité. Dans le cadre de l'ANF, nous animons un club qui s'appelle le Club Accès, qui réunit tous les mois tous les éditeurs volontaires à les réflexions sur l'évolution des règles. Et comme on l'a cité avec Marc, on voit bien l'apparition de nouveaux modes de paiement, on voit bien la problématique des automates, des champs d'application, de l'interopérabilité des logiciels et des demandes successives de l'administration fiscale, dont par exemple une porte sur au moins la déclaration d'un changement de propriétaire de caisse. Donc, il est évident qu'un référentiel vit, il est versionné. Ensuite, il ne faut pas que ces évolutions remettent en péril le rythme économique de mise en adéquation des logiciels certifiés. Alors, sur ce plan, on peut dire une chose, c'est que les référentiels ne sont pas définis par l'administration fiscale. Elle le dit clairement dans le BOFIP. Donc, c'est le travail des acteurs de faire des référentiels de certification ou d'attestation avec les parties prenantes, simplement. On va passer très rapidement sur ces cas, sur ces slides, mais simplement, vous l'avez vu dans les slides antérieurs, on a déjà évoqué deux termes, la fraude et la permissivité. De manière technique, quand on audite, on en fait vraiment une distinction. Pour nous, la fonction frauduleuse, c'est une fonction intentionnelle qui a été faite pour occulter, modifier des recettes. La fonction permissive, c'est déjà plus délicat parce qu'elle peut ne pas être intentionnelle et sa finalité, par contre, peut résulter du paramétrage du logiciel ou de la manière dont il est utilisé. La frontière entre les deux peut être extrêmement ténue. Et le troisième cas, c'est le droit d'usage. Jusqu'à quel point je contrôle l'utilisation par les utilisateurs finaux de mon logiciel. Jusqu'où je mets des verrous. Et c'est une problématique qui est fréquente dans l'intégralité des logiciels de gestion. La certification, donc nous, le prérequis dans l'ANF, c'est interdire la mise en place de fonctions frauduleuses, empêcher les possibilités permissives, mais qui étant combinatoires, sont plus difficiles, et sécuriser le droit d'usage. Voilà, il y a beaucoup de logiciels où les paramétrages pouvant être accessibles peuvent se mettre à permettre de déroger aux cas de conditions. La certification garantit que ça ne soit pas un cas aisé pour l'utilisateur final, quoi qu'il en soit. L'objectif pour nous, c'est d'être un complément de la conformité fiscale. Ce n'est pas un synonyme, mais c'est un complément. Il y a des éléments essentiels de la piste d'audit fiable dans les logiciels certifiés NF. Sur ce plan, je voudrais ajouter une chose. Oui, la certification, voire l'attestation, permettent de déjà étayer largement la conformité, mais néanmoins, il y a tout un travail d'analyse à faire. Quels sont les cas concernés? Quelles sont les fonctionnalités des logiciels? Est-ce que j'enregistre des transactions avec du B2B, du B2C? Est-ce que je relève aussi des règles de facturation avec mention sur facture? Est-ce que je relève des règles de comptabilité informatisée, de contrôle de la comptabilité informatisée, d'extraction des données dans le cadre de contrôle fiscaux informatisé, de génération de FAQ? Bien souvent, on est dans une situation où on doit croiser dans l'analyse, au-delà de la certification ou de l'attestation, l'application des règles légales, juridiques, commerciales, fiscales, et même, on devrait dire, de protection des données personnelles. Alors la question, c'est comment choisir. Donc là-dessus, Bruno, tu peux peut-être nous faire un commentaire. Le commentaire que je voudrais faire, il est déjà que pour certains éditeurs, la certification a été une opportunité commerciale extrêmement importante, voire capitale pour leur activité. Nous avons vu certains éditeurs être certifiés et multiplier par 2, voire par 10 leur nombre de clients en 2-3 ans.
l'importance pour nous, donc il y a une visibilité commerciale importante parce que la marque NF est connue, comme le LNE d'ailleurs, est connue de l'utilisateur, du décideur et même parfois maintenant fait partie d'exigences d'un cahier des charges. Également, on certifie certains produits, mais également le maintien de la conformité et la qualité du produit. On ne peut pas certifier un logiciel NF s'il n'y a pas de hotline disponible ou si la documentation technique est mensongère. Et on va s'assurer que les conditions de test, d'élaboration de scénarios, de support de formation sont disponibles et réelles. Donc, par ailleurs, pour les éditeurs, c'est l'assurance d'être informés des évolutions réglementaires successives et d'avoir une surveillance continue qui va leur permettre d'identifier les écarts par un tiers qui se veut objectif, impartial et compétent. L'attestation, elle, a pour elle l'avantage d'être souple dans sa mise en place, au sens où il n'y a pas d'audit. Par contre, elle a un impact beaucoup plus important en termes de responsabilité. Il y a des points communs entre ces différents démarches certification et attestation. Dans les deux cas, si l'attestation est faite de façon sérieuse, eh bien, il y a un référentiel, que ce soit évidemment obligatoirement pour la certification. Et à mon sens, ça doit être absolument impératif pour l'attestation. Sans ça, posez la question à vos clients, posez la question à vos éditeurs, qu'est-ce que ils utilisent quand ils s'auto-attestent comme référentiel. Parce que sans ça, on s'atteste sur du vent. Et puis, dans les deux cas, il y a des questions de limitation de l'attestation du certificat liées à la vie de la version. Chaque nouvelle version majeure doit être certifiée ou auto-attestée. Et il faut avoir une stabilité des dispositifs techniques qui assurent la sécurisation des données, etc. Et tout ça est exigible depuis le 1er janvier 2018, je vous rappelle. Donc, c'est la même démarche. La différence peut-être, Bruno, en termes de certification? Alors la différence, sont d'une tierce partie probante, donc il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts, alors qu'on peut vraiment, c'est la limite de l'auto-attestation, comme le disait Marc, sur quel référentiel, quelle est la preuve objective qui permette de certifier que le logiciel est conforme, ne serait-ce qu'aux cas de conditions. Il y a à la fois, il est vrai pour la certification, un coût, c'est un investissement, mais c'est également une opportunité commerciale incontestable aujourd'hui. La plupart des éditeurs qui veulent faire certains logiciels de caisse se disent sur le marché, c'est compliqué de ne pas être reconnu sans certificat. Par ailleurs, nous avons obtenu de la part de l'administration fiscale que toute personne qui fait une demande de marque, nous puissions leur procurer une attestation d'avancement effectif et qui est un argument commercial important pour les éditeurs en disant je ne suis pas encore certifié, mais je me suis engagé à le devenir dans les 6 à 9 mois à venir. Ce qui est pour les logiciels internes ou pour les modules successifs ou pour les versions en cours de construction, un gage de pérennité de l'investissement entrepris. Par ailleurs, en cas de contrôle, pour le vivre de manière fréquente dans les droits de communication d'administration, avoir un logiciel certifié, c'est quand même une présomption. Ce n'est pas une garantie absolue. Le certificateur est faillible, mais c'est une présomption de bonne foi. C'est également une protection pour l'éditeur des pratiques des assujettis. Il est vrai que sur ce plan, la question de l'attestation peut interroger encore une fois quand il s'agit d'attestation entre guillemets de complaisance faite sans travail sérieux. Et nous, animateurs du groupe de travail donc attestation, référentiel d'attestation, je pense que nous devons encore communiquer sur le sérieux de notre démarche et de notre référentiel vis-à-vis de l'administration aussi. En région, en DIRCOFI, ce référentiel n'est pas encore suffisamment connu. Le point aussi, c'est que c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le caractère conflit d'intérêt de l'attestation, aux éditeurs de s'organiser pour éviter ces difficultés et bien tracer tous les travaux correspondants. L'attestation a quand même une spécificité, c'est que elle a une forme différente du certificat. Le certificat, il est normé comme l'attestation, mais c'est seul l'éditeur qui l'émet. L'attestation a deux volets, un volet rempli par donc l'éditeur et un volet rempli par l'utilisateur qui s'engage à utiliser le logiciel qui fait l'objet de l'auto-attestation.
avec l'indication de la version, etc. Je voudrais rajouter un point par rapport à ce qu'a dit Bruno aussi, c'est que de la même façon quand même, dans les points communs pour l'attestation, l'administration comprend qu'il y a un temps de mise en conformité et elle est moins tolérante maintenant dans la mesure où elle estime que les délais sont passés, mais elle admettra que si vous avez engagé des travaux, vous, éditeur, vous écriviez à l'administration pour indiquer que vous avez lancé des travaux donc pour être en mesure d'auto-attester. Le tout, c'est de le faire par rapport à un référentiel digne de ce nom. Voilà. Alors, je voudrais quand même, pardonne-moi Bruno, ajouter que c'est une responsabilité très engageante avec des charges internes spécifiques. Il ne suffit pas de dire ou anti-fraude, je suis conforme, comme on le voit sur beaucoup de sites. Si vous ne l'êtes pas en réalité, dans la mesure où dans certains cas, il y a une suspicion de la part des vérificateurs par rapport à la certification, l'indulgence n'est absolument pas garantie et vous engagez lourdement la responsabilité de votre société. Et dans la mesure où il faut donc diffuser cette attestation, ça c'est une lourdeur, recueillir l'accord de chaque donc utilisateur, il y a un travail autour de ce recueil d'attestation qui n'est pas négligeable. Il est certain que cette problématique se retrouve dans tous les logiciels, qui est la différence entre je fais une attestation parce que j'ai fabriqué mon logiciel et quand est-ce qu'il va être installé et mis en œuvre chez mes clients finaux. La différence avec la certification, c'est comme Marc l'a dit, c'est qu'il y a un seul certificat consultable sur Internet qui mentionne la version du logiciel certifié. Dans l'ANF, nous avons fait des modifications en portant quelle est la première version certifiée depuis le début ANF, quelle est celle qui est conforme à la publication du BOFIP du 4 juillet, et nous travaillons d'arrache-pied pour mettre à disposition dans les mois à venir, déjà parce que c'est une demande d'administration, l'historisation des versions. Parce que n'oublions pas qu'un contrôleur, en ce moment, il est en train, dans le cadre du contrôle fiscal, de vérifier les données de 2018, de 2017 et de 2016 qui étaient antérieures à la loi. Donc, quel était le logiciel de caisse utilisé par un assujetti en 2016 est une vraie question. Égard, moi je forme un vœu, Bruno, c'est que les certificateurs et le groupe Zra et attestation puissent centraliser sur un site toutes les versions, enfin l'indication des logiciels par version certifiée, car pour un utilisateur, très honnêtement, il est très difficile de s'y retrouver, parfois d'aller naviguer sur les sites pour retrouver ces informations. Je suis entièrement d'accord. Il y a par ailleurs le fait de changer de version, d'avoir la possibilité de changer d'éditeur, il y a les problématiques de rachat qui font qu'effectivement, je trouve que les acteurs de la certification et d'une attestation avec un référentiel sérieux, parce que comme Marc le soulignait, dans l'attestation, il y a absolument de tout, il est certain que nous avons intérêt à mutualiser l'accès de cette information pour protéger l'assujetti final et donner à l'administration les moyens d'avoir une information probante et corroborante des données archivées. Les spécificités de la certification NF, c'est un cahier des charges structurant où on propose vraiment une modélisation technique pour respecter les 4 critères. On va au-delà des simples 4 critères, comme je l'ai dit, on va vérifier le fait qu'il y a des numéros chronologiques, séquentiels et continus, etc. Par ailleurs, on vérifie un certain nombre d'exigences qualité sur la maîtrise de la conformité et au titre de l'ANF, qui est quand même une marque qui atteste d'une qualité de produit final, comme je l'ai dit, qui est vraiment une hotline, qui est vraiment une documentation, qu'il y ait vraiment des tests qui soient faits et que ce soit fait de manière cohérente pour que le logo NF puisse avoir du sens. Effectivement, il y a une image de qualité de renommée à l'ANF, mais qui a une contrepartie. Comme je le disais précédemment, c'est vraiment un atout commercial pour les éditeurs. Alors, je reviens sur un propos que j'ai dit. Nous avons obtenu de la DGFiP la possibilité pour toutes les personnes engagées dans le processus de certification de produire une attestation de l'avancement effectif de la certification. Il est arrivé là très récemment que nous la donnions à l'administration fiscale pour dire vous êtes allé chez un assujetti qui utilise tel logiciel, il n'est pas encore certifié, mais il y a une demande de marque, un audit qui est prévu, dont évidemment nous ne pourrons pas préjuger du résultat, mais il y a une vraie démarche qui est entreprise. Et vu
le coût interne, surtout pour l'éditeur, et malgré tout un coût de certification, il est quand même rare que les gens le fassent sans aller jusqu'au bout. Donc, je crois qu'on peut avoir un message commun, Bruno, c'est que pour avoir des chances de succès ou de sérieux, il y a un travail de préparation qui est vraiment essentiel, qu'il ne faut pas sous-estimer. La documentation, par exemple, est un sujet de base et un prérequis pour les certificateurs. Elle doit se faire par version. Tu peux dire ce qu'il en est des taux de succès en fonction de la démarche de préparation ou pas? Lorsque une personne démarre la démarche de certification NF, prend une formation, parce que je trouve quand même qu'il faut un accompagnement à cette démarche. Je suis entièrement d'accord avec Marc sur ces sujets. Le taux de réussite est supérieur à 85%. Il peut y avoir parfois des problématiques des éditeurs étrangers de compréhension de la fiscalité française, mais ce qui est assez légitime parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'éditeurs parfois manquent d'une veille légale sur les spécificités françaises qui, je l'avoue, comparées à celles d'autres pays, peuvent paraître difficiles à comprendre et à appliquer. C'est dans ce cadre-là que Marc et moi-même, nous vous invitons à un petit déjeuner dans nos locaux à Paris pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions et bien vous préparer. Ce petit déjeuner, vous pourrez y accéder en cliquant donc sur le lien que vous avez affiché, là directement si vous le souhaitez. Et par ailleurs, bien entendu, ce lien sera toujours actif, ainsi que l'ensemble des slides que nous avons présentés, donc qui seront disponibles sur le site de l'Académie, de la revue fiduciaire, et que InfoCert AFNOR va aussi publier, je crois. Voilà, nous l'avons déjà mis en ligne dans la rubrique actualité du site www.infocert.org. Vous cliquez sur actualité, on l'a déjà mis parce qu'on s'est dit que c'était peut-être utile pour ne pas perdre le lien, pas toujours vu honnêtement la forme très alambiquée de ce dernier. Je pense utile vous apporter ces précisions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez en savoir plus sur comment se préparer et comment déposer un dossier de certification. Pour ma part, j'aborderai aussi bien la préparation InfoCert que s'il le faut LNE ou attestation. Mais voilà, on est à votre disposition sur ce sujet, de même que pour répondre à vos questions, vous avez nos coordonnées. Donc je vous propose qu'on aborde déjà un certain nombre de questions que vous nous avez posées. La première, c'est avant tout, une caisse informatique est-elle obligatoire? Je reviens encore sur ce que j'ai déjà indiqué. Non, une caisse informatique n'est pas obligatoire, mais un livre de caisse papier est obligatoire. Sans trait ni rature. Absolument, sans blanc ni rature. Mais si vous avez une informatisation de l'enregistrement des données, c'est considéré comme une caisse. Voilà. Alors après, il y a une subtilité que je dois rappeler, c'est que si vous utilisez Excel, par exemple, pour émettre des factures à destination des particuliers et que vous enregistrez dans Excel les données de paiement, à ce moment-là, ça peut être considéré comme une caisse. En revanche, si vous utilisez Excel juste pour une machine à écrire, c'est-à-dire la rédaction des factures, en imprimant ces factures sans en conserver le format, vous êtes considéré comme juste utilisant un logiciel de bureautique qui simule une machine à écrire, et donc vous n'entrez pas dans le champ de la caisse. Je suis désolé de la subtilité, mais voilà. Il y a une autre question qui est, dès lors qu'un client utilise un logiciel de caisse conforme, est-il possible de saisir en comptabilité uniquement les soldes mensuels du logiciel de caisse? C'est précisément ce que je vous ai indiqué. C'est la tolérance qui vient d'être acceptée par l'administration, à savoir que le logiciel de caisse est considéré comme un logiciel métier et qu'on peut se contenter de saisir le Z mensuel. Mais assurez-vous que ce Z mensuel soit cohérent avec les données de caisse conservées et archivées. Voilà, et avec deux niveaux, le niveau quotidien et le niveau donc de l'opération. Moi, je vais répondre à une des questions sur la mention provisoire sur les notes. Sachez que nous faisons évoluer notre référentiel pour que cette notion de document provisoire soit beaucoup mieux étayée, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais toute note qui fait l'objet d'un abandon est tracée, archivée, conservée et consultable par les services fiscaux. Dans les logiciels certifiés NF, dès lors qu'on a débuté une transaction, son abandon est systématiquement tracé. Je suis entièrement d'accord sur le fait de faire évoluer à l'aune des contrôles les pratiques, les supports, les mentions. Et avec Marc et le LNE, nous souhaitons renforcer le dialogue avec la DGFiP, parce que parfois on peut se sentir un petit peu isolé face à toutes sortes d'événements et de cas de figure où l'éclairage bienveillant du législateur serait pour nous des plus précieux.
Je reviens sur cette affaire de Z de caisse et une question qui m'est posée, c'est comment se passe-t-il quand il y a un delta entre le Z de caisse et les produits réellement encaissés, notamment en raison des erreurs de monnaie? Eh bien, d'abord, cette position de l'administration est tout juste parue. Il reste à proposer les diligences des professionnels comptables sur le sujet et ce à quoi on travaille avec donc l'ordre. Donc à la rentrée, vous aurez des propositions sur ces questions. Mais pour moi, c'est clair qu'il faut justifier les écarts. Donc, il peut y avoir des erreurs de monnaie, il faut que vous les signalez. Évidemment, ici, ils sont mineurs. Je ne pense pas qu'il y ait de drame vis-à-vis du vérificateur, parce que ça arrive toujours. Mais s'ils sont systématiques et avérés et nombreux, là, il y aura vraiment une mise en cause de la justification des recettes. C'est le même sujet lorsqu'il y a des prélèvements dans la caisse. Donc, il y a la question d'enregistrer les aides de caisse, mais après, il faut enregistrer les prélèvements dans la caisse. Donc, je pense que c'est une question sur laquelle les logiciels vont s'adapter. Question complémentaire sur ce plan, c'est les flux financiers des entrées de caisse peuvent-ils être saisis mensuellement également? Bah oui, c'est bien exactement la même question, mais je voudrais revenir sur le sujet de l'agenda de caisse. Il y a des produits aujourd'hui dans la profession ou pour les entreprises qui proposent de saisir directement le Z, ne pas le récupérer. Bah oui, vous pouvez saisir le Z, mais vous n'aurez pas la garantie de la cohérence du Z avec les données de caisse. Et en termes de diligence, vous devez vous assurer encore une fois de cette cohérence régulièrement et vous devez aussi vous assurer de la conservation, la sécurisation et l'archivage de ces données, car je vous rappelle qu'en matière de TVA, la prescription est de 6 ans, c'était l'article L102B du livre des procédures fiscales, à compter de la naissance de la donnée. Donc ça veut dire en pratique, c'est par exemple le cas dans le référentiel LNE, que la durée de conservation, on a plutôt intérêt à la choisir de 7 ans, parce que évidemment, entre les premières données de janvier, si je suis sur l'année civile, et celles de décembre, eh bien, il faut gérer ça. Et donc, la solution la plus simple, c'est de se dire, on archive pendant 7 ans. Et Bruno, est-ce que tu vois une question sur la note provisoire? Là, je Alors, pense que ça te concerne. j'ai commencé donc à l'évoquer. Comme je vous disais, les référentiels évoluent. Il est certain que cette mention va être clarifiée, mais avec une progressivité pour que les éditeurs soient en mesure de la mettre en œuvre et de la diffuser dans leurs produits. L'administration nous a demandé d'ailleurs de clarifier, simplifier pour elle l'accès à toutes les notes qui ont été abandonnées dans les archives et dans le logiciel. Et c'est quelque chose que nous mettons en œuvre progressivement dans les versions du référentiel. Alors, je voulais répondre également à une question qui dit comment face à un client commerçant qui s'interroge sur la validité d'une attestation. Moi, je ne peux pas répondre sur la validité d'une attestation, mais sur la validité d'une certification, oui. Parce qu'en ayant le numéro qui est mentionné sur la facture et ou le ticket, il peut aisément consulter le site du certificateur et accéder au certificat de son éditeur sur lequel, je rappelle, sont mentionnées la première version certifiée, la version qui est certifiée, qui respecte la publication du BOFIP du 4 juillet 2018, dont certains audits sont encore en cours, vu qu'il a été publié en cours d'année. Et à terme, nous allons mettre à disposition une historisation des versions certifiées par produit et par éditeur. Je voulais également répondre à une question. Si la caisse est certifiée sans FEC, peut-on quand même la centraliser? Or, s'il s'agit d'une centralisation d'une caisse au sein d'un système qui va agréger plusieurs systèmes, oui, absolument. C'est le cas de la plupart, notamment des grandes surfaces. Par contre, il faut absolument garantir l'intégrité de la remontée des données de caisse vers le système centralisateur. La problématique du FEC va se poser après. Pour compléter ce que dit Bruno, le FEC, il n'y a pas d'obligation d'émettre un FEC à partir d'une caisse. Il y a une obligation d'émettre un FEC pour l'ensemble des écritures comptables de la comptabilité générale, y compris les opérations de caisse. En revanche, comme je vous l'expliquais, la tolérance, c'est qu'on peut se contenter d'enregistrer le Z, à condition de fournir ultérieurement le détail. Comment sera la fourniture du détail? Dans le cadre notamment du contrôle fiscal informatisé. C'est-à-dire que c'est une extraction des données, LPF 47A2, et là on fournit les archives de caisse.
ça pose une question, c'est la lisibilité de l'archive de caisse. L'archive de caisse, à notre sens, Bruno et moi, mais je pense qu'on en reparlera aussi avec le LNE, n'est pas normalisée aujourd'hui et il y a une vraie interrogation là-dessus parce qu'en pratique, il faut reconnaître que certaines archives sont difficilement lisibles. Que dit l'administration? Que dit le texte de loi? Elle dit, dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé, vous devez restituer les données dans un format qui est normalisé, qui est de mémoire, le LPF A47A2, c'est-à-dire A1 et A2, c'est-à-dire du CSV, du TXT avec des séparateurs qui sont par exemple des points-virgules, des tabulations. Il est certain que nous avons à réfléchir tous en commun sur une normalisation des fichiers d'archives pour qu'elles soient faciles à lire. Nous avons entamé un tour de France des DGFiP et nous nous sommes aperçus rapidement déjà des problématiques de formation des contrôleurs, de la disparité des niveaux. Il est certain que quelqu'un de la BVCI n'est pas un enquêteur judiciaire, qui n'est pas un contrôleur usuel, de la difficulté d'appréhender du XML ou même du CSV, comment lire la documentation. Il est certain que que ce soit Marc qui travaille sur une qualité d'attestation, le LNE ou InfoCert pour l'ANF, nous avons tous à réfléchir sur mettre à disposition des archives claires, lisibles et qui sont protectrices, puisque ce sont la preuve pour l'assujetti final. Donc il est certain que si la preuve est difficile à lire, il est difficile de se défendre. Je voudrais revenir sur un point qui est que faire sur l'attestation, comment s'assurer qu'elle est bonne. Écoutez, aujourd'hui, vous êtes incapable de vous assurer que l'attestation est valable parce que c'est de l'auto-attestation, sauf, je ne peux vous conseiller qu'une chose, à ce que cette auto-attestation se réfère au référentiel de l'Académie et de l'Ordre des éditeurs, parce que c'est le seul qui existe. Et aujourd'hui, ceux qui adhèrent à ce référentiel sont des gens qui ont fait un réel travail. Les autres, je suis désolé, mais peut-être qu'ils le font très bien, mais je ne peux que m'interroger quand même sur la démarche. Alors après, est-ce qu'il est possible d'avoir la liste des gens qui s'auto-attestent ou qui s'auto-certifient? C'est le propos qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire ça serait bien qu'on arrive à publier sur un site une liste commune. Maintenant, ça n'est pas encore accepté par toutes les parties, il faut qu'on en discute avec tous les acteurs. Alors, est-il possible d'accéder à la liste des éditeurs actuellement certifiés? Alors pour l'ANF, oui, il suffit d'aller sur le site d'InfoCert. Sur le LNE, oui, mais il faut aller chercher. Et de cliquer sur liste des produits certifiés où on accède par marque aux différents produits et versions qui le sont. Alors que faire si le certificat n'existe pas, car c'est un faux? Je demanderai à la personne qui a posté ce message d'immédiatement nous contacter. Parce que vraiment c'est un abus de droit de marque flagrant et l'administration nous a demandé de leur remonter tous ces cas, hélas trop nombreux et surprenants, parce que parfois c'est des PDF grossièrement maquillés, parce qu'il y a des actions immédiates qui peuvent être prises. Bon, hélas, on ne peut pas maîtriser les faux. C'est la même chose si c'est un certificat LNE. Donc, vous pouvez l'envoyer au LNE à Thomas Lomarque, qui est directeur de la certification, ou je peux le relayer. Moi, vous avez mon adresse mail, je le ferai bien volontiers. Alors, il y avait une question qui me paraît intéressante, c'est en 2018, les logiciels de facturation ont été écartés de l'attestation obligatoire. Pensez-vous que ce sujet peut être mis à l'ordre du jour? En 2018, les logiciels de facturation n'ont pas été écartés en tant que tels de l'attestation ou de la certification. Ils rentrent dans le champ s'il s'agit de logiciels qui permettent de faire des factures à des particuliers. Alors, autrement dit, si vous avez un logiciel B2B, je dis n'importe quoi pour illustrer, et messieurs les éditeurs, ne pensez pas que j'ai d'action chez l'un ou l'autre, un Ciel ou un EBP ou ce que vous voulez, un petit logiciel sur un PC, sur le comptoir qui permettent de faire des factures autant aux professionnels qu'aux particuliers, eh bien, ils rentrent dans le champ. C'est bien pour ça que les éditeurs de la profession se sont réunis dans le cadre de l'auto-attestation, ou bien certains recherchent la certification. Maintenant, il faut savoir que les éditeurs s'interrogent sur la nécessité d'élaborer un référentiel de certification des logiciels de facturation B2B ou B2C. Là, c'est la démarche de facturation. Parce que, par exemple, il y a des questions de fond qui sont savoir quand une facture devient intangible et ne peut plus être modifiée. Quels sont les moments où on considère que c'est l'émission définitive de la transmission au client. C'est des sujets qui seront certainement travaillés dans le cadre d'InfoCert, du LNE et du référentiel d'attestation. Ils sont sur la table et ils font parmi les nombreux sujets
l'objet déjà de discussions comme le sujet, par exemple, d'un référentiel de comptabilité informatisée. InfoCert a déjà le sien avec la NF 203 et les éditeurs en général posent la question. Oui. Il est certain, comme je le disais, que les référentiels se doivent d'évoluer et qu'à mon sens, on voit bien que cette loi dite malencontreusement antifraude à la TVA parfois n'est que le premier pas de la mise en place de contrôles fiscaux dématérialisés. Donc il est certain que les référentiels d'attestation ou de certification vont devoir évoluer de manière transversale en intégrant tous les acteurs concernés, l'administration, les professionnels du chiffre, mais également des spécialistes de cryptographie, de tiers archiveurs et des spécialistes du système d'information pour qu'une certification et une attestation aient du sens, du poids et soient une vraie preuve, une vraie tranquillité pour l'assujetti qui le choisit. Il y a une question qui est, vaut-il mieux conseiller aux commerçants d'avoir une carte certifiée parce qu'au moins c'est vérifiable plutôt qu'une attestation qui n'est pas vérifiable? Alors moi je suis forcément partisan dans l'affaire, mais je dirais que l'attestation, s'il s'agit d'une attestation faite par un éditeur appartenant au groupe de travail et qui a signé la charte, j'ai oublié de vous le dire, évidemment, les membres du groupe de travail qui s'auto-attestent ont signé une charte de comportement, elle est tout à fait sérieuse et valable. Les autres, encore une fois, je m'interroge. Pour les certificats, j'ai aucune raison de les mettre en doute et c'est le caractère de tiers extérieur, entre guillemets probant, qui effectivement, comme l'a souligné Bruno, est important. Alors, quand on est un éditeur étranger, qu'on débarque sur le marché français, c'est vrai que quelque part, se faire certifier, c'est une sécurité supplémentaire face à la complexité des règles. Alors, par ailleurs, ce qu'on remarque chez nos clients qui font certifier leur logiciel, c'est que pour eux, c'est un point de contrôle et qui les rassure dans la conformité finale. Parce que parfois, ils sont nombreux, ils peuvent faire appel à des services externes pour certaines parties, et la certification est un moment de réunion des compétences pour se dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que l'intégralité de mes documents, même de mes process commerciaux sont prêts, de mes supports, de ma campagne de communication, de publicité, de diffusion? Est-ce que j'ai bien informé tous les acteurs? Est-ce que mon personnel est prêt à répondre aux questions? Et que c'est ce moment-là que la certification réunit. Alors, une question posée, c'est en B2B, lorsqu'on utilise des logiciels de comptabilité de gestion ou de facturation, est-ce qu'il y a obligation de disposer de logiciels certifiés? D'abord, il n'y a pas de certification obligatoire sur ce sujet. Mais par contre, comme je vous l'indiquais, il y a une vraie volonté des éditeurs, en tout cas, et de la profession et de ceux qui comptent, de se donner un référentiel et une démarche sérieuse. Donc, ce sont des sujets qui sont sur la table. Je voudrais aussi indiquer que même si vous n'êtes pas certifié, ou les logiciels ne le sont pas, ou attestés, pour la comptabilité et la facturation, ça ne les empêche pas d'avoir à répondre à des règles. Et comme je l'indiquais dans le webinaire, la présentation de tout à l'heure, il faut respecter les règles de non-permissivité, de tenue de comptabilité informatisée, d'émission des factures, etc., mention obligatoire. Le corpus réglementaire et législatif sur, que ce soit fiscal, que ce soit d'ailleurs aussi droit économique, est assez lourd. Et c'est bien l'objet justement d'une démarche future d'auto-certification, d'auto-attestation ou de certification volontaire en fait, que d'essayer de sécuriser les uns et les autres sur ce plan. Alors, je vois la dernière question, c'est là, bon, je vais parler sur le côté de la certification. Peut-elle évoluer avec la généralisation des factures électroniques? Je réponds oui, et elle peut évoluer en fonction de nombreuses autres données. On peut également avoir de nouvelles exigences réglementaires complémentaires du législateur, mais elles peuvent évoluer également parce qu'il y a des nouveautés technologiques qui vont induire leur évolution. Je suis convaincu que dans les 3, 4, 5 ans à venir, le concept de signature électronique va considérablement changer. Il y a l'apparition des objets connectés. Donc un référentiel inerte n'existe plus. Il est certain, par contre, qu'il faut en maîtriser, comme un éditeur maîtrise la publication de ses versions, la bonne progressivité de sa mise en application pour qu'elle soit réalistement faisable pour les éditeurs qui suivent le processus de certification. C'est pour cela qu'on anime des groupes de travail dans l'ANF, justement pour échanger sur ces sujets et se dire comment gérer, par exemple, l'arrivée de nouvelles possibilités de signature électronique, comment les sécuriser,
le blockchain privé, comment l'appréhender, l'arrivée de nouveaux acteurs qui vont déverser des commandes dans des restaurants, dans des logiciels de restauration. Comment peut-on les tracer? Il faut savoir qu'il y a 3, 4 ans, c'était des pratiques qui n'existaient pas. Donc il est certain, je pense que ce soit pour les tout référentiels, se doit d'évoluer en fonction des obligations réglementaires, mais également de la pratique et des évolutions technologiques qui sont incessantes à ce jour. Alors, je vous propose qu'on en conclue rapidement avec 2 questions, puisqu'on va respecter le timing. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno, le ministre Darmanin l'a annoncé, il va y avoir des évolutions sur les factures électroniques et la France, sachez-le, a fait l'objet de remontrances pour ne pas avoir appliqué les réglementations factures électroniques au secteur privé récemment. Donc, il y a pour de nombreuses raisons de très fortes chances qu'il y ait des extensions de la facture électronique au secteur privé, ce qui inévitablement va conduire à des questionnements et des sujets de certification ou d'attestation des logiciels. Il y avait une dernière question pour terminer pour mes confrères experts comptables qui était, mais si je n'ai pas de logiciel de caisse ou de système de caisse qui soit attesté ou certifié, est-ce que je peux continuer ma mission de présentation? Est-ce que je dois émettre une attestation avec réserve ou refus d'attester? Je n'ai pas le pouvoir de me prononcer au nom de l'ordre sur ce sujet. Je vous donne mon avis tout personnel. Je pense que, en tout cas, au titre du devoir de conseil, vous devez absolument alerter votre client du risque et s'il persiste, il y a un moment où vous devez vous interroger sur la poursuite de la mission. Voilà. Parce qu'il y a la problématique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, du rejet de comptabilité. En termes de commissariat aux comptes, pour prendre l'autre sujet, c'est clair que là, il y a vraiment un sujet sur la question de la significativité des sanctions, des risques et des enjeux, quel impact ça a sur les comptes. Alors évidemment, les seuils de commissariat ayant été relevés, vous pourrez me dire, ah, mais les grandes entreprises ne sont pas forcément concernées. Eh bien, détrompez-vous. Il m'est arrivé de voir des sujets dans les grandes entreprises où la chaîne de recaissement n'est pas forcément sécurisée et où justement l'effet des intégrateurs, l'effet des paramétrages, des développements internes fait qu'on maîtrise mal ces sujets. Et donc, je pense que nous aurons, Bruno et moi, l'occasion de reparler de la question des intégrateurs dans d'autres Oui, interventions et on pourra reprendre ces sujets. Alors, pour respecter simplement le timing, écoutez, merci à tous de votre attention. Le webinaire arrive à sa fin et vous pourrez consulter le webinaire sur le site de la revue fiduciaire, de l'Académie et de InfoCert AFNOR. absolument.